Bonjour tout le monde, bienvenue à Vérité Choc, notre émission hebdomadaire. Salut Jean-François. Bonjour Richard. Ça va? Ben oui, ça va bien. Excuse-moi de te réveiller, je sais qu'il est midi quand même. J'étais en train de mettre de l'ordre dans mes feuilles. Oui, effectivement, ça a beaucoup de choses à planifier, penser. Ouais. On essaie de développer un peu le contenu de l'émission au fur et à mesure qu'on la fait. On le fait avec vous autres, on le fait pour vous autres, puis on espère aussi que ça vous intéresse. En tout cas, c'est ce qu'on reçoit comme commentaire beaucoup. Oui. On aime la formule, on aime beaucoup le fait que vous soyez en même temps vidéo et audio. Puis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui l'écoute aussi en différé, soit avec podcast ou je ne sais pas trop, là, c'est quoi les différentes plateformes. Puis tu sais, en même temps, on essaie de tenir 1h15, 1h30, donc ça s'écoute bien, tu sais, dans la voiture, en roulant. Oui, puis, j'espère. J'espère que les gens, en tout cas, Prévaloir. Oui, effectivement. On va trouver nos mots ce matin. N'ayez pas peur. On va réussir à se réveiller. Ben, écoutez, la semaine passée, on vous a parlé de l'émission de cette semaine comme étant un peu plus longue sur la politique et on va y venir éventuellement. C'est un sujet qui touche beaucoup les gens et qui excite beaucoup l'émotion, Absolument. la bonne et la mauvaise. Puis en plus, avec l'avenue de tous ces petits partis politiques-là Ouais. qui se rajoutent, ça fait en sorte que les gens ont énormément de questions par Oui, rapport c'est à correct. tout ce qui se passe présentement sur la scène politique. C'est l'objectif. Le chat nous permet de prendre le temps d'analyser tout. On passe à travers tout. Alors, même les mauvais commentaires, pensez pas qu'on les voit pas. On les voit tous. Mais c'est bienvenu aussi parce que souvent, on a des mauvaises perceptions, puis on peut être négatif dans une situation ou penser que c'est le cas. Nous, on n'est pas ici pour se faire élire, on n'est pas ici pour être populaire. On est là pour vous aider à comprendre et on le sait que c'est complexe, la politique. Dire la vérité. À partir de la vérité, en fait. Hein? Tu sais, notre fondement, nous, c'est la vérité. Je peux vous dire que les politiciens, c'est surtout pas ça. Alors, nous, on a l'avantage de partir comme ça. Et ça sort bien dans le chat. Ça. Les gens disent, bon, enfin, on a quelque chose. On sait que c'est concret. Et si on se trompe, ben, on est capable de dire, écoutez, merci de l'information, puis on a ajusté. À date, ça va pas si pire. On a une bonne moyenne au bâton. Absolument. J'ai nommé ça du aime ou du aime pas. Il y a même quelqu'un qui n'a pas aimé ça dans l'entourage de M. Duhem. Alors, on s'en excuse pas. Ça fait partie de notre objectif de choquer à travers la vérité. Alors, les gens disent j'aime ou j'aime pas Éric Duhem. Bien, parlons-en carrément. Les jeux de mots, ça fait partie de ma couleur, alors tant pis pour vous autres. Les commentaires des dernières semaines, on en a parlé beaucoup par rapport aux thèmes. On avait 3 thèmes qui venaient de Alexandra Arion-Côte, une grande virologue européenne, qui avait bien résumé en 3 mots. Et le 3e mot, c'était espérance. Et ça ouvrait la porte à beaucoup de réflexions. Les gens nous en ont fait part. Alors, on va regarder les résultats dans le chat par rapport à tout ça. Et nous allons prendre, après ça, comme je disais tout à l'heure, le temps de bien approfondir la dimension politique. Pour débuter, bien, écoutez, on peut commencer tout de suite avec le chat par rapport à la présence de Dr. Robert Béliveau, qui est un médecin à la retraite maintenant, mais qui est une tribune publique depuis 2 ans avec nous et à Théovox aussi. Donc, il est venu un peu amener sa perception. C'est intéressant d'un point de vue d'un praticien de voir un peu qui est à la recherche, lui, d'informations naturellement. On parle de sang contaminé. On est beaucoup dans quel va être l'impact par rapport aux injections. Et naturellement, il était très prudent, lui, au niveau, pas à cause de sa pratique comme la plupart des médecins, mais plutôt de dire, écoutez, on attend d'avoir des recherches sérieuses pour pouvoir se baser là-dessus. C'était très intéressant. Mais ça a suscité beaucoup de réactions des gens. Et on peut peut-être débuter avec le chat là-dessus, si tu le veux bien, Jean-François. Absolument. Absolument. Alors, j'ai appelé ça « Ça n'a plus de bon sens ». Alors, ça fait longtemps que ça fait 2 ans maintenant qu'on rit de nous autres, carrément, et de nous injecter quelque chose qui s'en va dans le sang. Hein. Dr. Béliveau était clair. Toutes les cellules sont affectées. Toutes les recherches qu'on a vues sont à cet effet-là aussi. Donc, chaque cellule de votre corps, mais aussi, principalement, le sang qui est affecté directement. On a beaucoup de recherches avec microscope, tout ça, qui ont démontré ces choses-là. Et le fait de dire qu'on n'en parle pas du tout. Il n'y a aucun média qui parle de cet aspect-là. Et si quelqu'un était amené à avoir une transfusion sanguine pour quelque raison que ce soit, ben notre rôle, c'est de vous informer de la réalité, c'est que c'est le free for all. D'ailleurs, depuis la semaine passée, je crois, les homosexuels ont le droit de donner du sang, ce qui était interdit depuis le début du sida, donc on remonte à plusieurs décennies.
jusqu'à tout récemment. Ouais, mais corrige-moi si je me trompe, Richard. Je pense que s'il y avait eu comme 3 mois d'abstinence de relations sexuelles, là, ils pouvaient en donner à l'époque quand même. Oui, mais qui vérifie? Et pourquoi avoir créé ça? Donc, pour les plus jeunes, peut-être en parler, c'est qu'au début du sida, c'était une maladie mystérieuse. On ne savait pas trop d'où ça venait. Il y a eu un paquet de théories à l'époque. On va vous faire grâce de ces détails-là, mais ça a fini par être... on a fini par viser le comportement homosexuel comme étant une cause probable, et c'est dans cette communauté-là que ça se développait le plus. C'est pour ça, en gros, que ça s'est passé. Et donc, au niveau du sang, moi, je ne pensais pas que c'était encore la réalité, mais aujourd'hui, on peut dire que tout le monde peut donner du sang, ou à peu près, et les injectés comme les non-injectés. Mais quand on reçoit le sang, il n'y a pas de critères. Et moi, ce qui m'avait intrigué, c'était l'idée de dire comment se fait-il qu'on n'a pas la capacité d'avoir un endroit où on peut donner du sang pour notre propre besoin éventuel. En tout cas, ça, c'était la base de mes réflexions et Dr Béliveau nous en a parlé aussi. Il y a Ratiba qui en a parlé en disant « J'ai le souci du sang contaminé car mon fils va devoir faire une chirurgie au genou avec un changement de ligament et j'imagine que soit que la possibilité d'avoir une transfusion au besoin, c'est ce que moi m'avait demandé de signer pour ma chirurgie mineure et non pas minable. Chirurgie minable, c'est s'ils me refont le visage. Et, alors, c'est le même principe, hein? Il s'identifiait au sens de hey, c'est vrai, c'est ce que tu dis là, parce que mon fils vit la même chose ou à peu près. Donc, on peut comprendre que même si le besoin n'est pas là, il n'y a pas on n'offre pas la possibilité de dire non, je refuse ou quoi que ce soit. Il y a une autre personne qui en a parlé un peu plus loin, on le verra, mais qui était dans le même sens, c'est-à-dire mon mari va subir une chirurgie et on a la possibilité de dire non à une éventuelle transfusion. Bon. Oui. Fait que ce genre de réflexion-là, moi, j'invite les gens qui sont impliqués ou qui sont concernés à faire plus de recherches parce que c'est quelque chose qu'on doit faire en amont. Et on doit se questionner au niveau politique par rapport à comment se fait-il qu'on nous impose ça sans même qu'il y ait de débat ou quoi que ce soit. Et surtout, comme le disait le docteur Béliveau, on ne respecte plus le droit des patients à ne pas violer leur intimité. Alors, il faut que ce soit un consentement éclairé. Éclairé veut dire qu'ils doivent nous informer de toutes les possibilités. Et là, on fait un choix. Actuellement, c'est imposé. Au point où, moi, ma chirurgie, ils ont dit, bien, si vous refusez les transfusions sanguines, bien, vous refusez l'opération. Alors, c'est assez effrayant d'entendre ça quand on attend 3 ans. Oh, mais dans ton cas, à toi, Richard, ce qui a amené à tout ce questionnement-là, ça a été ton refus de faire le test PCR. Initialement. Mais imagine quelqu'un qui ne refuse même pas le test PCR, ouais. Qui s'en va suivre son opération. Il y a comme aucun questionnement sur le sang, là. Ben, en tout cas, c'était le cas de ce qui m'a été présenté. Ce que l'autre personne a parlé dans le chat, on va le trouver en le lisant peut-être un peu plus loin, c'est qu'ils ont eu, eux autres, la possibilité de dire non. Donc, est-ce qu'il y a cette possibilité-là? Je peux vous dire que moi, on ne me l'a pas offert. Donc, ça s'arrête là. Si elle m'avait dit, écoute, voici la possibilité, c'est sûr qu'il y a un risque. Si vous refusez, ben, on va respecter votre choix. Un peu comme Dr Béliveau disait par rapport aux témoins de Jéhovah qu'il avait connu, où il avait refusé la transfusion, puis le patient était décédé. Alors, c'est des risques calculés de la part du patient, mais... 6 ans plus tard. C'est bas. Ouais, 6 ans plus tard, au sens où, c'est ça, il y a des complications possibles. Mais dans le cas de ne pas l'offrir, ben, c'est comme si c'était à sens unique. Hein? Il n'y a même pas de possibilité de dire... Parce que dans mon cas, moi, je t'avoue que les chances d'hémorragie sont à peu près nulles. Dans ce contexte-là, ils ne t'offrent même pas la possibilité. Et eux-mêmes le savent, là, ils connaissent la gestion du risque, ça fait partie de leur travail. Il y a Yvan Charbonneau qui dit « Est-ce possible de porter un bracelet style Médic Alert pour refuser une transfusion de sang ou recevoir toute injection? » Hein, ceux qui ont des problématiques de santé ont ces bracelets-là avec une note dessus. Je ne connais pas tellement le détail, je ne suis pas très bon dans la santé, mais c'est une bonne idée d'avoir au moins un moyen de dire, si on est inconscient, à ceux qui veulent nous traiter, qu'il y a une restriction quelconque. Hein, si on est allergique à un médicament, ça nous prend le bracelet, bien, c'est un peu la même chose dans ce contexte-ci. Ouais. Et ça ne règle pas le problème que s'il y a besoin d'injection de sang, hein, je suis en train de perdre tout mon sang, je suis inconscient, bien, il n'y a personne qui va vous répondre.
même si le bracelet dit « j'en veux pas ». Fait qu'il faudrait qu'on ait un peu plus loin à savoir, est-ce qu'on peut avoir du sang qui ne soit pas en provenance des injectés COVID, comme on a eu pendant une trentaine d'années l'interdiction du sang provenant des homosexuels. Oh, mais en même temps, je trouve que c'est sûr que c'est des bonnes idées, mais on a été les rejets de la société, ceux qui ne se sont pas fait injecter. Est-ce que tu penses vraiment? Dis-le pas au passé, tu peux le dire au présent et au futur. Oui, oui. On est et on continuera d'être les poubelles ou le rejet de la société, tous ceux qui ne se sont pas fait injecter. Mais est-ce que tu penses vraiment que le gouvernement mettrait une politique comme ça pour protéger ceux qui ont décidé de ne pas recevoir l'injection? J'en doute. Pas depuis 2 ans. Et on revient sur l'aspect politique, on en parlera tout à l'heure. La dimension totalitaire depuis 2 ans, elle est, je pense qu'il faut en prendre acte, là. Ceux qui n'ont pas encore compris qu'on est vraiment dans un régime totalitaire de facto. Hein, c'était pour 2 semaines au début, puis là, ça fait 2 ans. Et là, les lois qui passent, je ne sais pas si tu as vu en Ontario, sont en deuxième lecture sur un projet de loi, comme le Québec, pour rendre permanentes les mesures qui ont été temporaires. Temporaires 2 ans, on est loin du temporaire. Et là, on va le faire de façon permanente. Donc, c'est vraiment des lois liberticides qui sont en train de se donner pour l'avenir. Bien, en prévision de quoi? C'est parce qu'il y a un plan qui s'instaure à l'évidence, là. C'est sûr. Ça ne s'améliorera pas pour revenir à ton commentaire, c'est bien évident. Isabelle Hamelin qui dit « Beaucoup de personnels de la santé sont forcés au silence par l'employeur et ils n'osent pas parler publiquement car leur emploi est en jeu. » Ça, pour tous ceux qui sont dans le milieu, moi, je ne comprends pas les gens honnêtes qui sont dans le milieu et qui font semblant que l'éléphant n'est pas dans la pièce, là. Ce témoignage-là, on l'entend constamment et les gens pleurent hein, quand ils nous disent ça. On ne comprend pas comment personne parle. Nous, on le sait, on est présent, etc. Et si on ose parler, c'est au détriment de notre gagne-pain, carrément. Et on a vu qu'on sont allés jusqu'à abolir l'assurance-emploi pour les gens qui étaient suspendus. Donc, on comprend bien que ces menaces-là sont réelles parce qu'il y a eu des gestes qui ont été posés. Ça fonctionne. Ça fonctionne parce que les gens ne bougent pas. Bien, c'est ça. Et pour comment les gens doivent bouger, bien ça va être la partie politique qui va traiter de l'aspect de mobiliser des masses de gens. C'est ça le problème. Mm-hmm. Tout le monde dit, bien, pourquoi on ne fait pas ça? Pourquoi il faut... Bien, il y a des besoins de base qui ne sont pas rencontrés. Et la peur, c'est ce que ça crée. Hein? Quand on crée un climat de peur, et c'est ce qu'on a fait avec la fausse pandémie, on a tellement créé dans la conscience des gens qu'on était pour mourir si on n'allait pas se faire injecter, que tout le monde est allé, tout le monde, la majorité. Et là, aujourd'hui, on est dans le fait accompli. Donc, ceux qui disent, bien, avoir su, je ne l'aurais pas pris. Oui, mais il est trop tard. Hein? C'est ça le principe. C'est qu'on te rentre le doigt dans l'engrenage et tu ne peux plus reculer. Non seulement qu'on est dans le fait accompli, on est déjà en train de faire la promotion en Europe, aux États-Unis et ici, au Québec puis au Canada, de la 4e injection. Tu dis, oui, puis c'est tellement secondaire, 4e, 5e, 10e. C'est pas l'injection qui est important, c'est le contrôle des populations. Là, on arrive avec les super ordinateurs, là, avec l'identifiant numérique unique pour chacun. Ça, c'est mondial. Oui, je comprends que c'est secondaire, mais on amplifie quand même les dommages. C'est lié. Au sens où tu deviens une antenne. Hein, à terme, là, ça va être ça. Là. Alors, c'est un produit qui s'attaque à nos gènes et tout le reste. Là. Je ne rentrerai pas dans le détail là-dessus. On en a parlé en long et en large. Mm-hmm. Mais l'idée, c'est que c'est comme le vecteur physique, mais il y aura aussi l'identifiant qui va créer le système de contrôle où là, on va être exclu carrément. Ouais. Il y a aussi Lise Piché qui nous dit « Vous avez tellement raison au niveau des transfusions, je ne suis pas injecté COVID et pourtant, je ne sais pas comment me prévaloir de mes droits. » Donc, elle est comme nous, est en questionnement, pas par rapport à une réalité. Elle a la chance, comme nous, de ne pas vivre de problèmes majeurs, mais il y en a beaucoup. C'est beaucoup pour les gens qui sont pris, ceux qui ont des cancers, qui ont accéléré depuis les injections. Il y a un tas de témoignages à ce niveau-là. Ou ceux qui étaient en santé et qui sont devenus malades, la maladie de la vache folle. Il y a un tas de facteurs, les problèmes cardiaques chez les jeunes, les athlètes, hein, tout ça. Donc, se questionner, c'est la bonne approche. Comment se prévaloir de nos droits? La mauvaise nouvelle, c'est qu'un gouvernement totalitaire, il abolisse nos droits, de facto. Quand c'est pour une crise pendant 2 semaines, on peut comprendre. Tout le monde est d'accord pour dire il y a urgence en la demeure. On n'est pas pour aller faire un sondage avant de mettre des mesures d'urgence. On sait, après 2 ans, que c'était une fausse situation d'urgence. On l'a même vu à Ottawa jusqu'à l'extrême.
Et ça continue. Parce que les projets de loi qui se déposent actuellement, c'est pas pour améliorer vos droits, c'est pour les empirer. Alors, comment on se prévaloir de nos droits quand on n'en a plus? Ben, je pense poser la question, c'est y répondre. Mais tu sais, il y a plusieurs cas devant les tribunaux. Il y a plusieurs avocats qui ont emmené des cas devant les tribunaux, puis souvent, ils vont faire appel à la Charte canadienne des droits et libertés ou à notre charte québécoise qu'on a ici. Comment tu peux réussir à défendre les droits d'un individu quand la charte est caduque ou elle est suspendue? Comment tu peux la façon dont... C'est quoi l'espoir de réussir, de gagner? De gagner, mais comment tu fais le droit aujourd'hui, contrairement à la façon dont tu le faisais dans le passé, étant donné que la Charte canadienne puis la Charte québécoise des droits ont été suspendus? Mais ça date pas d'aujourd'hui. Le problème, là, c'est que tout le monde qui veut revenir à 2019, oubliez ça, là, ça allait très mal en 2019, Ouais. mais on ne le voyait pas autant. Hein, tout était occulte depuis des dizaines d'années, sinon des centaines d'années. En arrière-scène. En arrière-scène. Et on a changé le droit. Le droit naturel, hein? Il y a une loi naturelle qui a toujours guidé les hommes. Et pour les chrétiens, c'est plus facile à comprendre. Donc, la loi naturelle, c'est tu n'as pas le droit de tuer ton prochain. Hein? C'est simple. Hein? Tu n'as pas le droit de faire ça. Et si tu sautes du 6e étage, ça se peut que tu aies un problème de santé. Ce genre de choses-là ont été exclues du droit moderne. Et on parle d'une 50, 60, 70 ans où on nous a imposé un droit qui est formé par l'homme, hein, fondé par l'homme, sur des bases qui ne sont plus celles qui ont toujours existé ou préexisté. Comme je disais souvent, s'il n'y a pas de charte, est-ce que la société s'effondre? Absolument pas. Bien, avant la charte, c'est 1982, c'est hier, ça, là. Bien, avant, moi, je ne barrais pas mes portes quand j'étais jeune, ni d'auto, ni de maison. Les gens ne se volaient pas. Il y avait beaucoup plus de sécurité. Qu'est-ce qui a changé? C'est qu'on ne s'en va pas du bon bord. On s'en va vers un contrôle total des populations parce qu'on a créé un chaos social qu'on doit gérer. Alors, s'il y a des gens qui se font tirer dans la rue à Ville-Saint-Michel, on augmente la police, puis on augmente la répression, puis la peur, puis les gens restent chez eux. Donc, on crée les conditions de chaos pour arriver comme des sauveurs en disant, bien, écoutez, on va ficher tout le monde. Hein, on va vous ficher, puis on vous fichera plus la paix. Ça va être à peu près ça qui va arriver. L'audience est en feu aujourd'hui. Alors, l'idée, c'est qu'on va vous ficher, on va vous contrôler. Donc, la Charte, elle a fait son temps. Elle a été là pour changer le droit. Mais actuellement, est-ce que les juges se basent sur la Charte pour les jugements, pour les contraventions illégitimes, pour tout ce qui s'est passé depuis 2 ans? On a mis des gens honnêtes devant un fait accompli en prison. On a des gens qu'on connaît qui sont en prison de façon politique, complètement illégitime. On a gelé des comptes bancaires. Écoutez, réveillez-vous, là. C'est grave ce qui se passe. Et vous pensez que les juges vont se lever après 2 ans, alors qu'ils sont restés couchés pendant 2 ans, au nom de leurs petits privilèges et leurs avantages. La justice vient de prendre un coup dans les dents. Et un régime totalitaire qui s'instaure en permanence, bien, vous pouvez imaginer vers quel bord la justice va pencher. Maurice Duplessis disait que la Cour suprême du Canada, c'était comme la tour de Pise, elle pense toujours du même bord. Bien, on peut dire que maintenant, il y a avant 2020 et après 2020, au sens où, bonne chance pour ceux qui ont des problématiques avec les tribunaux, parce que, comme les médecins, les avocats nous ont laissé tomber. Heureusement qu'on en connaît 2 bons. Hein? Oui. Mais en même temps, je me souviens au début de cette pandémie-là, de cette fausse pandémie, il y a des gens qui ont, on en a des avocats à l'intérieur de l'organisation, tu viens juste de le mentionner, qui ont gagné leur cause là, au début. Mais aujourd'hui, ces mêmes avocats-là qui défendent la Charte... C'est de plus en plus difficile. Exactement. Parce que là, tout le monde s'est dit, écoutez, ça n'a pas de bon sens. Là. Tout le monde se regarde. C'est parce que dès que quelqu'un prend une position, nous, on est effrontés, là, on le fait de façon publique et allègrement, mais ceux qui y vont avec des doses homéopathiques, ils se font tout de suite ramasser. C'est ça. Et c'est assez intéressant de voir ces techniques-là. C'est très facile à comprendre. C'est que s'il y en a un qui se lève et qu'on coupe, ça ne prend pas beaucoup d'efforts et tous les autres ont peur. Donc, c'est ce régime de terreur-là qui est en train de s'instaurer auprès des professionnels, qui ne sont pas tous méchants, là. C'est difficile de se lever parce que lorsqu'on est seul, les conséquences peuvent être dramatiques et on a tous des familles, tous des hypothèques à payer, tout ça. Ouais. Il y a Sonia Gaudreau qui dit « Je suis d'accord avec cette idée que si j'ai besoin de sang et si je désire recevoir du sang non contaminé,
je suis mal prise parce que moi, je suis né biologique et je veux rester biologique. Je trouve ça cute comme phrase. Oui, tout à fait. On est tous nés, on est tous assez vieux pour être nés dans un contexte naturel. Mais là, on s'en va vers, on en parlait tout à l'heure, le transhumanisme. Donc, qu'est-ce que vous allez faire quand les bébés vont non seulement être élevés en éprouvette, mais il n'y aura même pas de besoin du mâle et de la femelle, hein, de l'homme et de la femme. Donc, on est en train de dénaturer non seulement la famille, ça, on peut dire depuis 50 ans, on l'a vu allègrement, toutes les lois marxistes qui viennent détruire la famille, on les a implantées. Et là, aujourd'hui, c'est tellement rendu loin qu'on est décimé comme force. La dualité créée par la fausse pandémie, en fait, par les injections, a créé encore plus de dissensions dans les familles, beaucoup de divorces, beaucoup de suicides, etc. Division entre les membres de la même famille. Alors, quand on va arriver avec la solution comme étant, bien, écoutez, on va faire des bébés comme on a besoin en laboratoire, et là, on s'en va vers ça. Donc, l'idée d'être né biologique et de vouloir le rester, bien, on voit qu'on s'en va encore bien plus loin que ça très rapidement, parce que c'est dans les plans à très court terme, ces choses-là. Bonne chance, Sonia. On est tous des résistants. On est tous là pour s'assurer que nos bases biologiques naturelles perdurent dans le temps. C'est l'objectif qu'on a tous. Beaucoup de remerciements, de dénoncer le système que les gens commencent à voir de plus en plus comme étant débridé. C'est l'objectif. On veut que tout le monde panique parce qu'on veut arriver avec une solution éventuelle. Et je vous annonce que celui qui va arriver avec la solution mondialement, ce ne sera pas pour notre bien. Mais ça va être présenté comme tel. Tu sais, moi, dans le cadre de toutes les... ce que tu es en train de lire, là, des commentaires, puis tout ça, il y en a une qui a attiré vraiment mon attention, Richard, puis j'aimerais ça te le partager. C'est celle de Céline Pouliot qui disait « Nous n'avons plus accès à un médecin de famille, le nôtre nous ayant abandonnés, mon conjoint et moi, car non injecté COVID, on est rendu là. » J'étais comme « Aïe, aïe. » Moi, j'en ai un médecin de famille. C'est pas étonnant. T'sais, mon médecin de famille est injecté 3 fois. Là. Jamais il m'a mis de la pression pour que j'aille me faire injecter. Là. Il comprend ma décision, il respecte ma décision, puis il ne m'a pas flushé d'être mon médecin de famille. Mais il y en a qui subissent ça. Là. Non, mais c'est compréhensible. Si le gouvernement dit que c'est ça qui est bien et que la majorité y a adhéré, on est là, ben c'est facile pour un médecin de dire, écoute, moi, je ne veux pas te gérer, tu ne te prends pas en main. Hein? Parce que pour un médecin qui est convaincu que c'est un vrai vaccin et que c'est pour notre bien, même si tous les faits sont contre lui. Ça m'inquiète que les médecins embarquent là-dedans. On les pensait capables de faire la part des choses. Ça ne semble pas être le cas. Donc, ceux qui le pensent vraiment vont dire « Je ne veux plus te traiter parce que ton recours, c'est l'État qui va forcer le médecin à me prendre quand même. Mais l'État est contre nous. » Donc, on voit bien que c'est un lynchage public qui se passe. C'est l'équivalent, si on peut dire, qu'un médecin qui serait contre le tabac il y a plusieurs années et qu'il y a un patient qui n'arrête pas de fumer et qui n'arrête pas d'avoir des problèmes de santé, mais il dit « Écoute, arrête de venir me voir, tu n'es pas capable de faire le début d'arrêter de fumer. » Mais s'il avait fait ça il y a 20 ans, 30 ans, le gouvernement aurait forcé le médecin à reprendre le patient parce qu'à l'époque, tout était caché, on ne forçait rien. Donc, c'était nos droits, notre liberté, le droit de choisir. Mais depuis 2020, tout ça a changé. Donc, ces gens-là le vivent, mais si on faisait une enquête qui nécessiterait beaucoup de travail, on arriverait en disant non, c'est une incompréhension, etc., etc. Tu comprends? On noierait le poisson. À la rigueur, on y trouverait des médecins pour étouffer l'affaire, comme on fait toujours. Souviens-toi, ceux qui vont à la télévision pour un problème de facture quelconque, là. Hein? L'entrepreneur, tout à coup, quand TVA a appelé, ils ont réglé le dossier qui traînait depuis 2 ans, tu sais, ces choses-là. On comprend que c'est ça. Ça n'a pas de bon sens d'être rendu là, de se battre contre le système à la pièce. On ne peut pas réussir de toute façon. Après ça, on a eu 2 pages pleines de... On est content de vous avoir connu, on vous a découvert. Écoute, j'aime les jeux de mots. Toi, tu aimes faire des blagues avec les mots. Moi, j'aime les jeux de mots. Vous exposez en mots nos mots. Et voilà, ça, je l'avais retenu, celle-là aussi. Oui, hein, c'est très, très bon. C'est exactement ça, MAUX. Hein, MOTS pour ce qu'on fait par rapport au MAUX que vous vivez chacun. Exact. On est tous dans le même bateau. Alors, c'est effectivement ce qu'on essaie de faire parce qu'en bout de ligne, d'en parler, ça fait déjà du bien. On l'a vu avec le sang. Thérapie. Il y a des gens qui ont dit que je ne m'étais pas arrêté à ça, je n'ai pas encore de problème, mais vous m'amenez à me questionner. Et c'est un peu ça qui est important d'être fait à ce stade-ci. Parce que si on est résistant, on en parlait la semaine passée avec le docteur
J'oublie son nom. Béliveau. Par rapport à la résistance dans le temps, donc la résilience, et c'est ça, là, parce que ceux qui pensaient que c'était pour 2 semaines, 2 mois, 2 ans, on est plus dans le 10 ans. C'est le plan qui nous est présenté. Alors, comment on peut résister pendant 10 ans? Si vous êtes déjà essoufflé après 2 ans, ça va être long les prochains 8 ans. Mais il ne faut pas se décourager, il faut rester dans l'espérance. C'était ça notre thème dont tu viens d'en faire mention. Les gens ont beaucoup apprécié le fait qu'on parle positivement. Donc, qu'est-ce que ça a apporté? Et très rapidement, parce qu'on a terminé notre premier segment, mais juste rapidement, 1 ou 2 présences. Il y a Lucie Laurier qui participe à Théovox à l'occasion, qui a dit « C'est très intéressant parce qu'on a touché au côté humain, on a touché au côté de l'espoir. » Donc, l'espérance, c'est l'espoir à long terme. Hein? Il faut qu'on se questionne sur l'ensemble de la réalité de la vie et tout le reste. On en a touché un peu. Et il y a des gens qui nous font savoir que ça les rejoint beaucoup, qui se sont rapprochés de la religion, soit de Dieu, etc. Et qui nous remercient d'avoir amené ces aspects-là sur la table. Et c'est vraiment ce qu'on essaye de faire. Donc, tous les multiples, il y en a des pages complètes, là, comme tu disais, de gens qui nous félicitent, bravo à l'émission. Les gens disent, on aime beaucoup ce concept où on peut interagir. Et on vous invite à téléphoner aussi directement pendant l'émission ou nous écrire sur le chat, parce qu'il y en a qui regardent ou écoutent après coup. Et c'est très, très, très apprécié aussi. On peut en parler la semaine suivante. Bon. 1-866-843-6869, 1-866-843-6869 ou, si vous préférez, 1-866-ThéoVox. C'est assez simple. Ils peuvent aller sur leur clavier de téléphone puis juste composer avec Théovox. C'est 1-866 Théovox, mais pour les autres, c'est 1-866-843-6869. Et on vous revient après la pause en politique. Et nous sommes de retour pour parler de politique. Mais juste avant, rappelons le thème de la semaine prochaine. J'ai pensé à ça ce matin, je te le lance à brûle-pourpoint. Est-ce qu'on n'est pas trop matérialiste dans notre société aujourd'hui, qui fait en sorte qu'on a un peu perdu nos repères? Et ça, c'est une réflexion reculée un peu dans le passé, là. Depuis 10, 20, 30, 40 ans, là, on a connu la société changer. Qu'est-ce que ça a affecté? Et est-ce que ça a diminué nos capacités de résister justement à la crise qui nous est imposée? Alors moi, je trouve que c'est une base de réflexion intéressante. Pensez-y, commencez à en parler dans le chat. Et nous, de notre côté, on va se faire une tête par rapport à ça parce que c'est quelque chose qui, à mon avis, risque d'avoir beaucoup de répercussions. Et pour tous ceux qui sont chrétiens, comprennent très, très bien l'enjeu dont il est fait mention ici. Si c'est une guerre spirituelle du bien contre le mal, bien, la dimension de notre faiblesse due à l'accaparement matériel, souvent, c'est le début du problème, ou en tout cas, on peut le penser. Ça va être vraiment une bonne émission parce que, tu regardes aujourd'hui, là, on en parle des fois avec Sylvain Goulet à la chronique financière. Les gens sont tellement rendus matérialistes qu'ils n'ont même plus d'économie. Regarde dans le temps de nos parents. Il y avait des bonnes laines, il y avait en dessous du matelas, dans les murs, mais il y avait des réserves s'il était pour arriver quoi que ce soit. Aujourd'hui, on vit beaucoup dans notre société, puis je ne veux pas rentrer dans le sujet, je sais que c'est pour la semaine prochaine, mais aujourd'hui, on vit beaucoup dans notre société. L'épisode du voisin gonflable. Mon voisin, il y a ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'avoir, je me crée des besoins alors que je n'ai peut-être pas besoin. Puis ça a des répercussions sur notre manière de vivre, puis tout ça par la suite. Mais le matérialisme, c'est plus loin que juste l'argent ou le petit confort. Il y a aussi la dimension concrète, matérielle, de la vie humaine sur Terre versus l'au-delà. Donc, élargissez vos horizons à travers ça, parce que quand on parle de politique partisane, surtout, et qu'on arrive avec des remises en question, on ne peut pas s'arrêter à ce que vous avez connu jusqu'en 2019. Et pourtant, c'est le réflexe de tout le monde, surtout ceux qui sont agressifs à mon endroit, parce que j'ai osé critiquer le demi-dieu qui s'appelle Éric Duhem, selon eux. Ben écoutez, c'est parce que vous ne réfléchissez pas, là, reculez un petit peu et analysez bien la situation, parce que si une fois qu'ils sont au pouvoir et que ça fait 30, 40 ans que vous dites, ben, chaque fois qu'on élit un gouvernement, il fait le contraire une fois élu,
bien, pensez pas que ça va changer. Alors, il faudrait peut-être réfléchir avant. Et si vous pensez que c'est la bonne solution, bien, commencez à poser des exigences avant qu'il soit élu. Attendez pas que ce soit fini. En même temps, on a vécu ce qui était arrivé avec Erin O'Toole. Ben voilà. On dirait qu'on oublie. Que j'avais annoncé. Oui, mais les gens l'oublient. Ce gars, il se dit conservateur, dit qu'il est pro-vie, affiche ses convictions, puis une fois qu'il est rendu... J'ai jamais dit qu'il était pro-vie. Sauf que les gens le percevaient comme tel parce qu'ils n'en parlaient pas trop. Ouais, je dis qu'il a dit qu'il était pro-vie dans le sens que les pro-vie, l'organisation Pro-Life Coalition l'ont appuyé. C'est parce qu'eux autres, ils ont laissé sous-entendre qu'ils étaient pro-vie à quelque part, s'ils l'ont appuyé. Ils l'appuyaient de façon indirecte à travers les Leslie Lewis, tout ça. On ne rentrera pas dans l'élection fédérale, mais l'idée, c'est que c'est pas après l'élection qu'il faut poser des questions. Et surtout pas se décourager, parce que souvent, c'est ce que ça fait et c'est voulu. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on crée des attentes élevées avec le marketing. Et une fois qu'on a le pouvoir entre les mains, on fait le contraire parce qu'on sait qu'on va vous rendre tellement découragé qu'on va encore vous manipuler pendant un autre 4 ans. Et c'est ce qui se passe. L'exemple de la CAQ est assez fascinant avec l'annonce de Pogo Dubé hier, parce que les gens ont oublié, là, il nous a offert des hot dogs là, pour se faire injecter le poison. Il faut quand même continuer à l'appeler Pogo Dubé pour ça. Nous annonce un plan hier qui est de réchauffer, mais surtout, ils n'ont pas fait ce qu'ils ont dit en 2018. Moi, j'étais avec eux en 2018 quand ils disaient « On va vous répondre à vos attentes de santé en 36 heures. » Bien, ça fait 36 mois, il n'y a rien de fait. Ouais. Donc là, ils vont nous dire qu'ils vont avoir des solutions. Juste ça, c'est dramatique. Donc, sans tomber dans l'analyse du gouvernement actuel, parce qu'on en aurait pour longtemps, travaillons sur le seul parti qui a été une opposition à Québec, c'est le parti d'Éric Duhem, pour comprendre d'où ça vient, où ça s'en va et pourquoi on a des critiques à ce niveau-là, surtout moi. Puis, lancez-moi pas de tomates, arrivez avec des arguments et ceux qui ont un petit peu de courage, téléphonez. Moi, ça ne me dérange pas d'échanger avec vous et si jamais vous amenez un point de vue qui est beaucoup plus éloquent que le mien, on va l'adopter. On va faire ça live avec vous autres. Alors, commençons avec justement les questions du chat parce que ça nous permet de nous situer sur où les gens se positionnent. Et leurs questions, souvent, ont entraîné des réflexions de notre part qui vont pouvoir être étoffées. On va prendre les deux suivants segments pour être certain de faire le tour au maximum pour pas que ce soit toujours en surface. Il y a Laure McMahon qui nous dit je voudrais savoir quoi faire. Est-ce qu'on doit voter? Est-ce qu'on ne doit pas voter? Est-ce qu'on doit annuler notre vote? Quelle est la meilleure stratégie? Parce que son objectif, c'est de déloger la CAQ. Mais en fait, 99% des gens, leur objectif, c'est de déloger la CAQ. Alors ça, c'est prendre le problème à l'envers. Si tu dis, qu'est-ce qu'on doit faire pour déloger la CAQ? C'est exactement ce que les manipulateurs politiques font. Ouais. Ils se disent, bon, ben, les gens vont dire, il faut se débarrasser de A, on va leur offrir B. Ouais. Hein, le magicien, pendant qu'il te fait quelque chose, il le fait avec l'autre main. Oui, c'est la prestidigitation. C'est pour ça que si tu dis « je veux plus A », ils savent, eux autres, ils vont regarder les sondages, dire « oh, A, il ne passera pas, parfait, B, il est déjà préparé, il va faire la même chose. On va le présenter différemment. Ce qui s'est passé avec Éric Duhem, c'est qu'il a profité de l'opportunité qu'il n'y avait pas d'opposition. Ça fait 2 ans qu'il n'y a aucune opposition, aucun parti, ni à Ottawa, ni à Québec, qui s'est levé debout pour quoi que ce soit. Mais t'imagines s'il y avait toutes les mesures. T'imagines s'il y avait eu un des autres partis qui s'était levé debout à Québec? Ils ne pouvaient pas. Peut-être, mais... Ils sont sous contrôle. Déjà. Parce qu'ils sont déjà présents. Mais ils sont déjà sous contrôle. Ça veut dire que, bon, prenons par exemple la chef, l'agent Anglade, la chef du Parti libéral. Ouais. Le Parti libéral a toujours été le plan B. Hein? Si c'était pas A, c'était B, etc. Là, ils sont un peu tassés. Oui, mais elle vient de Davos, là. Elle vient même de la CAQ. On peut être plus incestueux que ça? Donc, pourquoi elle s'est tue pendant 2 ans? Bien là, on voit que son leadership est affecté, hein? C'est bien certain. Mais ils sont déjà pris dans un engrenage et ils interdisent à leurs propres députés. Bien, c'est certain qu'il y a des députés qui se sont levés et qui ont dit « ça n'a pas de bon sens, cette affaire-là, comme nous on fait ». Même principe pour les avocats, pour les médecins. Tout le monde s'est fait écraser. Mais pour Éric Duhem, qui est parti de 2 % et se retrouver dans une situation où être reconnu comme la seule opposition officielle, quelle belle opportunité. Absolument. Et pour ceux qui pensent que je dénigre Éric Duhem, je le connais bien, il est très intelligent, très
fort en stratégie politique et son mot d'ordre ou son mot-clé pour comprendre, c'est le clientélisme. J'en ai parlé beaucoup. C'est une stratégie de marketing en politique, ça. En fait, tu dénigres pas Éric Duhem. Tu dénigres Les gens disent que je le fais. Oui, mais tu dénigres pas Éric Duhem. Tu as des mots durs à son égard, mais Non. tu dénigres plus sa façon de procéder ou son clientélisme. Ou tu dénonces plus sa je parle pas Éric Duhem. Je m'en fous un peu qu'il fasse ce qu'il veut, puis tant mieux, qu'un grand bien lui fasse. Je parle de ceux qui veulent voter et surtout ceux qui se font embrigader sans comprendre ce qu'ils font. Ceux qui sont allés faire du porte-à-porte, il y en a eu 200 le samedi passé à Longueuil. Peut-être qu'on en a envoyé une cinquantaine, juste nous, avec notre appui à Théovox. Mais l'idée, c'est qu'on est dans une stratégie particulière, je l'ai expliqué assez en long et en large. Mais on n'est pas en train de faire d'Éric Duhem un gourou. C'est ça la différence. On est capable de dire « je raisonne » et, à mon avis, c'est un bon message qu'on enverrait si la CAQ ne passait pas à la place du Parti québécois dans le comté. On a un appel de Marie-Simone. Marie-Simone. Bonjour, Marie. Oui, allô? Oui. Bonjour, vous êtes en ondes. D'accord. Moi, je voudrais savoir, regardez, j'ai toujours fait des votes stratégiques. Oui, vous pensez? Et puis là, si, mettons, vous dites qu'on devrait annuler nos votes, aller quand on va pour voter, mais si on annule nos votes, c'est que la CAQ va rentrer de nouveau? Ben, ça, vous venez de répéter à peu près la phrase, comme Jean-François disait tout à l'heure. 90% des gens nous disent ça. Là. Okay? Ça, c'est comme un mantra qu'on nous a inculqué. D'ailleurs, merci beaucoup, Marie-Simone, pour votre question. Vous représentez 90% des électeurs. Et on est en train d'expliquer qu'on vous a amené à réfléchir comme ça. Premièrement, vous avez dit « je fais un vote stratégique ». Vous êtes 1 sur 6 millions d'électeurs. Okay? Alors, une stratégie, là, c'est pas une personne sur 6 millions. Là. On n'est pas en train de faire une stratégie. Oui, mais on est en train de faire notre droit, de rendre notre responsabilité comme électeur, etc. Oui, ça va. Mais vous n'êtes pas en train de faire un vote stratégique. Je comprends, mais en même temps, l'envers de cette médaille-là, c'est si tout le monde pense que son vote ne vaut pas grand-chose. Pas question. Stratégique égale planification avec un objectif et de l'efficacité. Bon, mais là, il y a quand même peut-être 10, 15, les sondages nous disent 16%, peut-être des gens qui sont écœurés de la CAQ puis de François Legault qui dis-leur à eux autres que leur vote n'est pas stratégique. Je vais leur dire. Je leur dis présentement. Votre vote n'est pas stratégique. Non, mais ce que je veux dire, c'est même si tu penses que tu es le seul à le faire, c'est la somme de... Je veux m'exprimer comme il faut. C'est la somme de tous ceux qui pensent qu'ils sont seuls, qui amènent leur vote, qui peuvent faire une différence. Si on s'attend avec la statistique, on est 1 sur 6 millions, c'est plus vrai. Il y a 16% des 6 millions de Québécois ou des 8,5 millions. Je comprends qu'il y a des enfants dans tout ça, mais c'est 8,5 millions de la population québécoise. Oui, à peu près 6 millions de voteurs. 6 millions de voteurs. Bon. Tu vois, fait que c'est 16% de ces 6 millions de voteurs-là qui veulent sacrer dehors la CAQ. Là. Non. Tout le monde veut le mettre dehors. Il y a même des élus qui me disent, écoute, on n'est plus capable, ça n'a pas de bon sens. Ben c'est pas transposé dans les sondages. Ah, attention là. Là, on tombe dans des moyens de contrôler des masses de gens. Parce que qui dit stratégie, dit planification. Mais les objectifs, c'est pas de convaincre Marie-Simone. Marie-Simone va être dans un groupe. Hein? On va identifier des groupes d'avance, etc. Quand on dit « je vote pour débarquer la CAQ », vous êtes déjà dans le jeu de ceux qui vous manipulent. Parce que si vous agissez comme ça, après 30 ans, 40 ans, puis 50 ans, vous ne votez plus en disant « ça ne donne rien ». Les plus vieux comme moi savent très bien qu'on a échangé 4,30 sous pour une pièce depuis 50 ans au Canada. Ou à peu près. Il y a des petites différences, mais fondamentalement, on s'en va toujours dans la même direction. On vient de voir l'Université Laval qui vient de dire qu'il refuse les hommes blancs. Ils sont dans le recrutement de tout ce qui n'est pas homme blanc. Ça fait tout un débat. Mais quand tu es rendu à faire... Et là, il dit c'est les obligations du gouvernement canadien. On est obligé de se conformer. C'est surréel ce qu'on entend, là. C'est qu'on fait de la ségrégation à tour de bras. Moi, toute ma vie, on m'a enseigné à faire le contraire. On enseigne ça aux jeunes. Il ne faut pas faire de ségrégation. Mais à l'inverse, il faut le faire contre les blancs, contre les ci et les ça. On a inversé tout et les gens sont comme en perte de repère complet. Donc, quand on vous dit qu'il faut débarquer la CAQ et on vous amène dans ce bateau-là, par hasard, on vous montre l'objectif qui peut être, dans ce cas ici, Éric Duhem, pas parce qu'il va être le premier ministre dans 6 mois,
parce qu'on va l'amener assez fort pour attirer vos votes et, à ce moment-là, contrôler l'autre agenda. Parce que là, on tombe dans le financement, on tombe dans les ramifications. Et notre système politique, un système de partis politiques au Canada, bien, les têtes dirigeantes sont très, très, très puissantes une fois en poste. On a juste besoin de contrôler la tête, et on l'a vu avec Legault. Ceux qui ont voté pour Legault en 2018, et j'en étais, on n'a jamais pensé qu'ils feraient ce qu'ils ont fait en 2020. Donc, on s'est fait flouer par un homme qui, lui, a dit à tout son monde d'embarquer. Parce que lui était allé une couple d'années d'avance à Davos. Ouais. Et il y avait des soldats comme Dubé qui a mis en place stratégiquement contre la ministre de la Santé qui n'était pas assez forte pour faire cet agenda-là. Donc, quand on dit premièrement qu'on fait un vote stratégique, buvez du café, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Si vous êtes le syndicat de la fonction publique qui dit votons pour tel parti, souvenons-nous en des années 70, quand les syndicats, les unions, comme on disait à l'époque, disaient de voter Parti québécois, bien, ça votait en masse. Quand on rencontre des communautés ethniques qui sont assez tissées serrées, on est encore là. On dit à la communauté, votez pour tel candidat. La communauté vote en masse. Donc là, on est dans des votes stratégiques. Donc, masse critique, ça c'est le mot-clé pour Marie-Simone. Quelle est votre masse critique? Faites-vous partie du regroupement des femmes d'affaires de quelque chose? Êtes-vous 10 000 dans votre village? Dans votre ville, sur 27 000 électeurs, attends un petit peu, là on parle de quelque chose. Oui, tu touches un bon point parce qu'en même temps, il ne faut jamais oublier que le 16 % d'Éric Duhem, c'est à travers le Québec. C'est pas juste dans une région donnée non plus. Ben, premièrement, il n'y a pas de 16 % d'Éric Duhem. On a mis le doigt dans la température de l'eau au mois de mars pour savoir s'il va faire beau au mois d'octobre prochain. C'est ça qu'on a fait, là. C'est un sondage, là, c'est une photo aujourd'hui de quelque chose qui s'en vient. C'est une tendance. Je comprends la tendance, mais la tendance, elle est en date d'aujourd'hui. Ils disent pas que c'est... Puis souvent, ceux qui font les sondages vont dire c'est une éternité qui reste entre là puis avant d'aller dans le détail des sondages, on regarde ça pour la fin, parce qu'on est vraiment dans l'explication de la mécanique. Ouais. Allons-y plutôt avec l'opinion des gens. On a eu Marie-Simone. On a Jean-François qui est en ligne. Parfait. On les a live au lieu de les lire. C'est parfait. Bonjour, Jean-François. Oui, bonjour à vous deux. Ça va bien? Oui, félicitations pour votre émission. Merci de vous battre pour, on allait dire pour notre société, mais en fait, le combat, il est au niveau humanitaire. Là. Oui, on se bat pour vous. Oui, une petite métaphore pour toi, Richard. J'avais vraiment le goût de prendre la ligne pour te raconter ça. C'est une église. L'église est un peu dans le village, puis le pasteur il est dans la rue devant l'église, puis il panique. L'église n'est pas encore détruite, il est encore en temps de la sauver, mais ça brûle, là. Il y a une urgence. Il arrive un pompier, il veut éteindre le feu, mais il n'y a pas de chapeau de pompier. Fait que le pasteur, il dit, là, je suis désolé, moi, dans mon livre à moi, t'es pas un vrai pompier, t'as pas de chapeau, un pompier, ça prend un chapeau. Fait que je vais attendre un pompier qui a un chapeau, tu sais. Fait que le gars, il dit, bonne chance. Il en arrive deux autres. Ils n'ont pas de chapeau, eux autres non plus, puis en plus, ils n'ont même pas de boyau. Ils n'ont pas l'intention d'éteindre le feu, puis c'est des amis du pyromane en plus. Fait que la question, c'est votre... Fait que où je vais en venir avec cette métaphore-là, oui. C'est que moi, je suis d'accord avec toi, Richard, faut pas croire au Père Noël, la CAQ va rentrer. On a besoin du M comme opposition officielle pour pouvoir essayer de fighter puis mettre des bâtons dans les roues. C'est ça qui est important, parce que là, présentement, il n'y a pas d'opposition. Les partis d'opposition, c'est des clubs écoles de la CAQ. C'est toi, la CAQ. Il n'y en a pas de partis d'opposition. Oui. Fait que je pense qu'il faut tous se mettre ensemble. Le vieux dicton diviser pour mieux régner, c'est important. Il faut tous se mettre ensemble. Et un coup qu'on aura peut-être gagné la guerre, on s'astinera sur la couleur des murs pour bâtir puis les fleurs du tapis, tu sais. Ben, excellent. Moi, je vous invite, Jean-François, à rester avec nous pour la suite. Vous allez avoir des réponses sûrement à cette dimension-là. C'est un bon point. L'idée, c'est le parti d'Éric Duhem va au mieux faire l'opposition officielle. Hein? Ça, c'est intéressant. Déjà, on n'est pas en train de dire, bon, ben, il faut débarquer la CAQ. Pas la différence? C'est que si tu dis, on va débarquer le gouvernement en poste, ton objectif, il est un peu irréaliste par rapport à un nouveau parti. Il est en train de recruter des candidats là, qui, je ne sais pas si tu as vu. Oui, j'ai vu. Donc, la dame qui était une pas mauvaise dame là, en Gaspésie, qui a fait des mauvais coups.
hein? Carrément. Voler une gomme dans un dépanneur ou à peu près. Dans son livre à elle, c'était pas grave, ça faisait partie de la résistance et tout le reste. Elle réalisait pas la dimension criminelle de la chose, mais elle était vice-présidente de son association, du Parti conservateur local, etc. Alors, Éric Duhem s'en est dissocié, mais les médias de masse en ont fait une grosse nouvelle qu'on a tous vue. Bon, ça montre un peu l'ampleur de l'affaire, mais ça montre aussi que de bâtir un parti politique, et là, on répond un peu à la question que tu disais tout à l'heure, tout le monde veut lancer des partis politiques. Attendez, là, c'est pas facile à faire. C'est des décennies monter des partis politiques depuis toujours, et vous pensez qu'on ne va pas vous contrôler en chemin. Parce que la journée qu'Éric Duhem dit « Bon, ben, je prends la tête du parti et qui amène une notoriété, comme il a fait », on attire pas juste ceux qu'on veut attirer, on attire aussi des gens comme la dame qui est un peu naïve, mais on va attirer aussi des stratèges ennemis qui vont venir nous infiltrer pour éventuellement nous contrôler. Ça n'arrive pas d'un air, il n'y a pas un téléphone qui appelle pour dire « Je vais te contrôler ». Dans le passé, c'était plus simple. Il y avait des valises d'argent qui se promenaient. C'est beaucoup plus subtil maintenant, mais la meilleure méthode, c'est d'infiltrer avec des gens qui vont mettre l'épaule à la roue pour t'aider à grandir. Et ça aussi, ça rejoint les médias de masse. Donc, Éric Duhem a fait 2 ou 3 participations à l'émission « Tout le monde en parle », qui n'est pas l'émission qui avait autant de tirage qu'au début à 1 500 000, à peu près, 1 600 000. Aujourd'hui, ils sont plus près du 3/4 million, mais c'est quand même important. Et même, moi, je ne l'écoute jamais, sauf que je sais ce qui s'est passé là à travers des présences. Donc, on voit qu'il y a on permet à Éric Duhem d'être présent dans les médias de masse, qui lui donne une notoriété pour l'amener à grossir sa masse critique. Mais s'il avait dit qu'il était contre l'avortement, il n'y aurait même pas eu de présence à l'émission. On interdit la présence de ces gens-là. Donc, on voit que c'est déjà là contrôlé dans un objectif libéral. Et ça, on tombe dans les techniques. Je voulais répondre à Jean-François pour dire que oui, la maison est en train de brûler. Et oui, ce qu'on nous annonce comme étant les pompiers sont peut-être des pompiers pyromanes. Et c'est un peu ça l'idée qui était présentée. Donc, est-ce qu'on peut s'assurer de... Ben moi, je vous dis, est-ce que vos pompiers n'étaient pas peut-être des membres du parti d'Éric Duhem dans ce contexte-ci? Et là, ils arrivent mal équipés, puis c'est un peu volontaire, mais vous ne le savez pas. Vous vous dites où est-ce qu'il y avait la tête, puis pendant ce temps-là, l'église brûle, hein, dans le contexte. Mais revenons aux autres présences des gens, parce que ça nous donne aussi... Oui, il y a le fait, si on ne vote pas pour Éric Duhem, on fait rentrer la CAQ, ça revient tout le temps. Mais il y a plus subtil que ça souvent. Ça, on me le reproche beaucoup. Là. Moi, j'incite les gens à annuler leur vote, donc automatiquement, la CAQ passe. On parle de 5 partis politiques. Là. Quand quelqu'un ne vote pas pour la CAQ, il y a 2, 3 autres options. Donc, c'est pas aussi simple que A ou B comme on le présente. Si on présente c'est la CAQ contre Éric Duhem, ben c'est parce qu'ils sont rendus numéro 2 dans les sondages. Mais on a vu que le parti de Maxime Bernier, à la dernière élection générale, le 20 septembre 2021 maintenant, était à 20-22 % dans les sondages, une semaine avant l'élection. Il parlait de vagues mauves. Tu peux imaginer que... Tu n'approchais plus ces gens-là, là, ils surfaient, les autres-là. Là. Il y avait bu le Kool-Aid, comme tu dis. Ils commençaient à choisir la couleur de leur limousine. Là. C'était à ce point-là. OK? Ouais. Ils ont fini à 7,8 %. Parce que quand tu viens pour faire ton X dans le box de vote, là, tu réfléchis. Tu dis, est-ce que je vais faire passer... Il y a toute une problématique chez l'électeur. Je pense que les gens s'analysent à ce point-là. Il y en a beaucoup, et tant mieux, c'est ça qu'il faut faire. Mais il y a aussi le fait qu'on est dans un comté politique qui est contrôlé. Moi, j'ai besoin de croire ça. Quelqu'un qui est pour le parti d'Éric Duhem dans le West Island de Montréal, ben, bonne chance. Là. Son vote stratégique, là, il fait partie du 3-4 % peut-être. Ouais. Et c'est là qu'il faut comprendre dans quel contexte on est. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas une réponse unique pour tout le monde. Je peux vous dire qu'Éric Duhem, dans la région de Québec, va faire du ravage. Et on l'a vu, il a fait reculer la CAQ sur le tramway juste sur le fait qu'eux autres voient les résultats dans cette région-là spécifique. Pourquoi? Parce que Radio X fait du ravage là-bas depuis 20 ans passés. Nadeau-Dubois, justement, l'accuse de faire un virage à droite pour pouvoir contrer, justement... C'est qui ça, Nadeau-Dubois? C'est ton ami. Alors, si on regarde les autres commentaires rapidement,
les gens nous disent j'aimerais ça passer une soirée à parler de politique. Hein, tu as lancé le fait que j'ai déjà fait ça. Bien, j'en profite en même temps pour dire aux gens, écoutez, on est là pour expliquer, oui, effectivement. Et comment ça se fait de la politique? C'est souvent en ayant des échanges un peu plus par rapport à notre réalité. Donc, ce que Jean-François disait, c'était un petit peu théorique. Ce que Marie-Simone nous disait, c'était vraiment, moi, je suis convaincu, puis c'est ça que je défends quand je suis dans le souper avec la famille et tout le reste. En politique, il y a ce qu'on a connu avant les médias sociaux et la dimension un peu virtuelle de la politique, ce qu'on appelait les assemblées de cuisine. Tu en as sûrement déjà fait. Alors, l'idée, c'est quand vous êtes capable de ramasser 10, 15 personnes dans un endroit, et tant mieux si c'est 50 puis c'est 100, bien, moi, avec le mouvement unionconservatrice.ca, je suis disponible pour me rendre vous rencontrer. C'est ça l'objectif. C'est pas de passer une soirée avec Huguette ou Denis. L'idée, c'est qu'on ait une masse de gens qui disent, écoutez, ça fait longtemps qu'on en parle, je ne suis pas d'accord avec lui, c'est gênant de téléphoner, on n'a pas tous la capacité. Mais si vous êtes capable d'organiser une rencontre de 10, 15, 20, 50 personnes, j'en ai fait une dimanche dernier, allez-y sur le site unionconservatrice.ca et demandez-le. Et on va analyser le tout, on va voir un peu qu'est-ce qu'il y en est. Je me rendrai disponible parce que de faire ce travail-là avec autant de personnes, souvent, c'est suffisant pour dire ben, j'ai quelqu'un qui veut me suivre dans la région de Drummondville, j'ai quelqu'un qui veut me suivre dans la région de Québec. Pas me suivre moi, suivre le fait que il faut regarder plus large que voter pour A ou pour B. Et depuis 2020, je vous dirais que c'est le temps de faire la réflexion d'un mouvement réellement conservateur, c'est-à-dire les libertariens et les conservateurs sociaux. C'est ça la clé, là. Les libertariens refusent toute règle au niveau social. C'est pour ça que je parle toujours d'avortement, mais c'est beaucoup plus large que ça. C'est une des questions de nos auditeurs. L'idée, c'est qu'on peut en parler, mais on va en parler par rapport à votre réalité. On n'ira pas en parler pour que vous fassiez un doctorat en politique d'ici 6 mois des élections. Et ça permet souvent de dire, écoute, tu m'as convaincu, puis je serais prêt à t'aider dans ma région. Moi, j'ai besoin de gens en communication, en design graphique, des choses comme ça. Parce qu'on n'a pas de moyens énormes. On a besoin de ramasser de l'argent, pas pour se payer une auto neuve, pour donner des moyens de diffusion. Et les assemblées de cuisine, c'est la bonne méthode qu'on a délaissée. Pourquoi? Parce que c'est laborieux, rencontrer 10-15 personnes. Mais quand on est au niveau de nos convictions comme nous, c'est la bonne chose à faire. Mais combien efficace c'était quand même? C'est très efficace. C'est très efficace parce que là, après un événement comme ça, tu as peut-être mobilisé 10, 15, 20 personnes qui ont une meilleure compréhension de c'est quoi vraiment la politique. Tout à fait. Puis après ça devient 15, 20, 10, je n'aime pas dire disciples, mais qui vont aller faire la propagande de la bonne nouvelle. Puis les gens, moi, j'encourage l'autonomie, la liberté. Donc, les gens doivent garder leur autonomie, mais doivent être capables de débattre avec le beau-frère, la belle-sœur. Ils doivent être capables de dire, écoute, c'est pas juste dans les airs. On dit, pourquoi on nous étiquette de complotistes, là, ce que je refuse totalement? C'est parce qu'ils veulent nous mettre dans un paquet. Et moi, dès que je parle à quelqu'un d'étranger de 2-3 choses, « Ah, t'es un complotiste », c'est tout de suite, c'est le réflexe. Arrêtez de penser en réflexe. Vous allez commencer à sortir de la matrice et réfléchissez par vous-même et servez-vous de nous qui peuvent amener un peu plus de chair autour de l'os parce que l'objectif, c'est que vous soyez capable à votre tour de convaincre les autres. Oh oui, c'est ça. Et de débattre, effectivement. Il faut comprendre que 75% des gens, auparavant, votaient et ça allait assez bien qu'ils se disaient « j'ai pas besoin de faire une maîtrise en politique ». Là, maintenant, l'école avec vos enfants, tout est remis en question, votre emploi, même aussi vous impliquer, vous comprendre par rapport à toute l'injustice que vous voyez autour de vous. Et je dis injustice, mais on est rendu à avoir des problèmes criminels par rapport à la santé des gens. Le docteur Béliveau en parlait très bien en disant on a complètement mis ça de l'autre côté. On parle de viol maintenant de notre santé. Absolument. On a Sonia en ligne. Oui, bonjour Sonia. Oui, bonjour Sonia. Oui, allô? Oui. Oui, bonjour. Vous êtes en ondes? Oui. Sonia. Ça va bien? Oui, je vous entends pas bien. Ben, je vous entends bien, mais ça fait comme il y a un peu de, ça saute un peu. On dirait qu'on manque des bouts. C'est-tu de votre bord? Ah, c'est parce que Richard est dans son 10 roues. Allez-y, on vous entend très bien, nous. Donc, parlez normalement, on va vous entendre. OK.
Ah, OK, je suis en onde, mon Dieu, excusez. Il y a vraiment un délai, je m'excuse. Ça va. Écoute, moi, je voulais juste dire, Richard, bonjour à vous deux, je vous aime beaucoup. Richard, on sait tous que la politique, c'est corrompu, c'est pourri à l'os, mais là, depuis 2 ans, le contexte mondial a changé. Annuler notre vote, je trouve que c'est vraiment plus une bonne idée, parce que concrètement, on sait tous que les adorateurs de Legault vont aller voter, eux, ça c'est certain. Fait qu'on perd si on bouge pas d'une manière ou d'une autre. Fait que moi, je pense que la bonne chose à faire, c'est vraiment d'aller voter pour ce qui nous semble être le moins pire. Mais dans le fond, on sait tous que c'est juste pour essayer de ralentir le plan machiavélique parce que il va arriver un jour ou l'autre. Mais au moins, si on peut faire ça pour essayer de ralentir puis tomber dans l'opposition officielle, ben c'est quand même un peu mieux que rien. Bien, Sonia, restez jusqu'à la fin. Vous allez entendre ma conclusion et ça se peut que vous perdiez le souffle. Alors, restez avec nous et merci beaucoup de votre appel. Ben, tant mieux, je suis ouverte à perdre le souffle. Bien, merci et continuez à nous suivre. C'est très apprécié. Ben écoute, elle a bien répété ce qu'on sait déjà. Hein? Si on annule notre vote, on vote pour la CAQ. Ça, je pense que c'est un mantra qui est bien impliqué. C'est ça mon défi, c'est de pouvoir vous amener par rapport à ça. Et le segment est terminé, mais peut-être rappeler le numéro de téléphone pour ceux qui voudraient nous appeler encore. C'est le fun. Hein? La participation des gens, même si on dit à peu près la même chose, c'est important de sentir que ça touche les gens d'une certaine façon. Absolument. Donc, 1-866-843-6869, 1-866-843-6869, ou si vous préférez, 1-866-ThéoVox. Alors, on est prêt à aller dans le vif du sujet. On n'a pas eu le temps de lire beaucoup les commentaires parce qu'on est trop mémère. Le temps passe très vite. Mais je vous le dis, on a tous lu vos commentaires. Ça tourne beaucoup autour de ça. Les gens veulent minimalement se faire dire quoi faire. Donc, est-ce que je vote pour A ou je vote pour B? Dis-nous quoi faire. Ça n'arrivera pas. On est là pour vous amener à réfléchir, à développer votre capacité de débattre et aussi de voir si ce que vous aviez affirmé, comme Sonia vient de le faire, en disant « Si j'annule mon vote, je vote pour la CAQ ». Automatiquement, il faut aller regarder quelles sont les mécaniques par rapport à ça. Ou j'ai l'impression qu'il faut que je vote pour le moins pire. Bon, ça c'est l'ajout, là, c'est voter pour le moins pire, c'est une autre affaire, ça. Alors, voter pour le moins pire, c'est comme combattre le mal par le mal. Hein? On a vu Will Smith combattre le mal par le mal il y a quelques jours, dimanche. Là, il commence à avoir des problématiques, poursuites aux criminels. Est-ce que c'est un bon exemple pour les jeunes? Bon, là, on voit les ramifications des limites de combattre le mal par le mal. Pour les chrétiens, de dire on tend l'autre joue quand on se fait frapper, ça montre un peu la dimension de s'élever au-dessus du combat. C'est surtout pas combattre le mal par le mal. Alors, de dire que voter pour le moins pire, c'est la bonne chose à faire, imaginez ceux qui contrôlent le débat depuis des décennies, comment ils ont compris que les gens réagissent de cette façon-là. C'est-à-dire qu'on t'amène une option et après cette option-là, te ramène exactement comme l'autre parti était. Ceux qui sont passés d'un gouvernement du Parti québécois à un gouvernement du Parti libéral, quand il y a eu le gouvernement du Parti québécois à Québec qui se battait contre le parti de Trudeau, père à Ottawa, ben, les deux étaient socialistes. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Le Québec et le Canada est devenu socialistes sous leur emprise. Avec un faux débat ou un débat qui est un peu monté en épingle, comme les Canadiens nordiques, par exemple, où on excite les deux villages. Il y a une blague sur les avocats. Un avocat qui était seul dans son village, qui vivotait assez bien. Il y a un nouvel avocat qui est venu s'installer, puis s'est dit, ça y est, je vais faire faillite, parce que là, j'arrivais juste. Ben non, les deux vivent beaucoup mieux. Ouais. Parce qu'ils ont créé un débat entre les deux
qui fait en sorte qu'on fait monter les enchères. Et ça, c'est une stratégie de manipulation qui est très, très utilisée en marketing. On le voit avec les clubs de hockey. Ceux qui appellent les Canadiens de Montréal, il n'y a pas grand Canadien d'une part, puis il n'y a pas beaucoup de monde de Montréal dans ça. Ouais, c'est ça. Et c'est des techniques pour nous amener à croire quelque chose, parce que ça fait vendre des chandails et tout le reste. Mais quand c'est au niveau politique, c'est les mêmes techniques, mais pour vous manipuler pour un agenda qui n'est pas pour le bien commun, et c'est là qu'on doit intervenir. Il y a une question qui est intéressante dans le chat, Richard, d'une dame qui disait « Comment tu peux avoir vraiment un son de cloche clair quand tu prends le temps d'écrire, par exemple, à Éric Duhem ou à n'importe quel autre politicien, puis qu'il ne retourne même pas la réponse à la question que tu as posée. » Il n'y a pas le temps. Je comprends qu'il n'y a pas le temps, mais il doit y avoir une équipe qui peut répondre aux questions sensiblement. Ben, ça, c'est l'autre difficulté. C'est à qui tu donnes ton pouvoir. S'il avait mis en charge la dame de Gaspésie dont on a parlé tout à l'heure, anecdotique, là, mais admettons que c'est elle qui est en charge de la correspondance d'Éric Duhem, tu peux imaginer le problème. Donc, il y a une dimension organisationnelle qui est très complexe, très exigeante, et d'aller un développement aussi rapide que ce qu'il vit actuellement. Les journées sont longues. Là, tu ne fais pas des entrevues avant d'engager des gens dans ton parti? C'est très exigeant parce qu'à la journée que tu... Écoute, c'est gros le Québec, là. On parle de 125 comtés. Je comprends. On parle de 8 millions de population. Et tous les gens qui ont une idée, là, tous ceux qui nous appellent parce qu'ils veulent nous expliquer leur stratégie politique super solide, ils vont aller l'expliquer aussi dans les assemblées des organisateurs et tout ça. Et là, tu as aussi les gens qui infiltrent. Je suis d'accord, mais par exemple, dans un comté comme celui de Marie-Victorin, où il y a des partiels actuellement, comment t'expliques? Parce que il y a un débat qui a pris place, puis on le sait, là, Anne Casabonne ne s'est pas présentée au débat, puis la personne qui représente la CAQ ne s'est pas présentée au débat non plus. Il y a eu 4 partis. Donc, il n'y a pas de débat. Au sens où il n'y a pas de participants de taille. C'est les deux favoris. Exactement. Donc, comment tu peux avoir réponse à tes questions? Parce que, habituellement, un débat public, c'est ouvert au public. Il y a des gens qui peuvent être là. C'est stratégique. Je vais te dire tout de suite, ils ont eu une bonne stratégie. C'est bête à dire, là. Vous pensez qu'il y a une démocratie puis on veut vous entendre? C'est faux! On regarde quel est ce comté-là traditionnellement, mais c'est péquiste. Alors, c'est Pierre Nantel qui est le candidat péquiste. Pour ceux qui ne l'ont jamais entendu, ça vous prouve qu'il est complètement absent. Pour X raisons, ça peut être les médias qui le boycottent. Il y a un tas de facteurs. Mais que les deux candidats des deux partis ils veulent envoyer un message pour l'ensemble du Québec. Là. Si la CAQ passait, imaginez le message. Et si le parti d'Éric Duhem passe, imagine le message, il vient de déloger le Parti québécois. Donc, il y a un effet d'entraînement. Il y a beaucoup de péquistes qui vont dire, là, je vais voter pour le parti d'Éric Duhem, même si je ne suis pas d'accord avec ses politiques, etc. Donc, stratégiquement, tu ne vas pas au débat parce que tu ne veux pas que ton candidat fasse un faux pas qui pourrait tu ne veux pas donner de la traction politique, qu'on appelle. Donc, tu ne veux pas donner de visibilité à Pierre Nantel parce qu'il n'y en a pas. Et de faire un débat, ça serait lui en donner. Et ça, on a vu ça, je l'ai mentionné à Théovox, peut-être à Québec, quand la CAQ s'est retirée du dossier du tramway. Oui. Ben, le nouveau petit maire, là, en culotte courte, là, qui vient de commencer, qui se prend pour l'ancien maire, qui a toute l'expérience, et que là, il a bombé le torse puis qui est allé dénoncer la CAQ. Ben, c'est une erreur, ça, M. le maire. Vous auriez dû vous taire et attendre le 4 octobre parce que l'argent va revenir et ils vont refaire le deal avec vous comme ils l'ont déjà fait. C'est juste que là, actuellement, ils essayent de lancer des ballons pour voir comment l'électorat peut réagir dans la région de Québec. On a Yvon en ligne. Bonjour, Yvon. Bonjour. Ça va bien? Oui, vous? Oui, très bien. Merci. Merci de l'appel. Allez-y. Ouais. On t'a dit que je pensais jamais passer si vite que ça. Ah, écoute, on est là pour vous, alors vous avez priorité. C'est moins long que de participer à un réseau des sports. Là. L'attente est interminable. Oui, mais on est moins populaire que les gens qui appellent pour le sport, mais on est plus utile. Allez-y. Quoi que faire de la politique, c'est un sport. Dangereux. Ouais. Moi, je voulais savoir si, en fait, je l'avais expliqué un peu, mais si on annule notre vote, qu'est-ce qui arrive là? Mettons, là, je sais pas, moi, il y a le pourcentage qui est indécis face à la CAQ présentement. S'enligne vers le vote de Duhem, mais s'ils annulaient leur vote, et de tous ceux qui votaient pour l'opposition, là, la supposée opposition depuis 2 ans, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là rendu aux élections? Je ne sais pas si vous avez déjà répondu à un sondage. Moi, j'ai répondu souvent. J'ai participé à la création de sondages. Quand on répond à un sondage, est-ce qu'on dit ce
qui va arriver? Est-ce qu'on dit la vérité? Est-ce qu'on n'est pas en train de se dire, moi, je vais être stratégique, je vais dire le contraire de ce que je pense? Donc, il faut comprendre que ce qu'on voit actuellement n'est pas le reflet du vote. Hein? Comme on dit, le meilleur sondage, c'est le jour du vote. Parce que là, on est sûr que le X a été fait, puis le contrôle est encore assez solide parce qu'on n'est pas dans le vote par correspondance et virtuel en trop grand nombre. Donc, on peut comprendre que la journée du vote, le contrôle est assez efficace. Mais quand on est au niveau des sondages, on ne contrôle pas ces aspects-là. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de marge de manœuvre, marge d'erreur. Et aussi, c'est la température maintenant, comme je disais, c'est long, 6 mois en politique. Donc, vous pouvez imaginer que s'il y avait un scandale personnel sur Éric Duhaime 2 semaines avant l'élection, tout ce qu'on bâtit là tomberait du jour au lendemain. Parce que comme je disais tout à l'heure, les chefs de parti, dans notre système de parti politique, ont été mis comme des petits rois, là, des petites reines, au sens où ils attirent la sympathie ou bien ils n'attirent pas et ça ne fonctionne pas. Beaucoup plus que toute l'organisation qui se met en branle derrière ça, tous les membres et tout le reste. J'en ai fait la preuve avec le Parti conservateur du Canada lorsque j'étais à la course à la chefferie et j'ai été exclu par l'exécutif et non pas par les membres. Parce que les membres auraient dû voter pour le candidat. Et non, on l'exclut carrément. Donc, est-ce qu'on n'est pas en train de dire actuellement que ce qu'on voit, qui nous est présenté comme si on vote pour Duhaime, on va déloger la CAQ parce qu'on interprète les chiffres comme tels. Mais si quelqu'un dit, moi, je suis écœuré de la CAQ, peut-être qu'ils vont voter pour le Parti libéral, voter pour le Parti québécois. Il y a Jean-François Gagné qui dit, la réalité, il y a juste Duhaime qui peut faire opposition, peu importe s'il est libertarien, etc. Legault doit se frotter les mains s'il t'entend dire d'annuler votre vote. Mais c'est ça, c'est que c'est pas vrai qu'en annulant votre vote, vous faites passer la CAQ. C'est ça le problème, et c'est ça qu'on va décortiquer dans le détail ici. Quand on regarde les pourcentages qui sont présentés, est-ce que vous voyez vote annulé? Pourtant, on parle de quand même 1% de vote annulé, mais 35%, dernière élection, 35% de gens qui ne sont pas allés voter. Et on les oublie, ces gens-là. Donc, quelqu'un qui ne va pas voter, puis qui reçoit le sondage, puis qui décide de répondre pour le parti d'Éric Duhaime, ça fait partie un peu des chiffres qu'on a. Si François Legault se frotte les mains, écoutez, ils doivent être pas mal heureux que je parle ainsi du parti d'Éric Duhaime, parce que je suis en train de vous expliquer que votre moins pire parti, et c'est vrai que c'est le moins pire parti, c'est le seul qui a été l'opposition officielle, je suis en train de vous donner les raisons qui fait que s'il était porté au pouvoir le 3 octobre prochain, le 4 octobre, vous me rappelleriez en disant, tu avais raison, il n'a pas fait ça, puis il n'a pas fait ça, puis dans le fond, j'avais compris ça, mais c'est pas ça qui s'est passé. C'est toujours comme ça que ça se passe. Mais actuellement, il ne s'en va pas pour la Coupe Stanley, là. Il ne s'en va pas pour être élu, il s'en va pour devenir... Au début, c'était lui être élu dans la région de Québec, mais avec l'opportunité de l'absence des autres partis, on lui a donné vraiment un plateau là, pour un lancement génial. Et vous pensez qu'Éric Duhaime va dire non à ça, puis il a bien raison de le faire. Puis ceux qui disent que je suis jaloux, vous rêvez en couleur. Moi, ça ne m'intéresserait pas d'être dans un parti comme ça, être porté au nu, être en train d'organiser, alors que je suis contre la philosophie de base. C'est ça qui est le problème. Et quand on dit le moins pire parti, c'est que vous êtes en train de dire « je vais me boucher le nez pour aller voter ». Donc, je suis contre la politique. Exemple, un chrétien qui dit il est pour l'avortement, mais je vais voter pour lui parce que c'est le moins pire des partis. Bonne chance. Et si vous voulez le faire, faites-le, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas en train de vous dire comment voter, je suis en train de vous dire que moi, j'annule mon vote, tout simplement. Mais revenons à l'historique du Parti conservateur, c'est important de voir d'où ça part. Et quand je dis que j'étais cofondateur, les gens disent là, t'es jaloux parce que là, c'est lui le chef. Il y a une espèce d'esprit sportif dans notre perception de la politique. C'est très québécois. Oui, mais je trouve partout pareil. Je sais que l'idée, c'est que les Canadiens de Montréal nous ont formatés sur une façon de comprendre les jeux. Parce que le sport professionnel a remplacé les guerres nationalistes du passé. Alors, au lieu de se battre entre Québec et Montréal sur la dualité, on a des équipes de hockey qui se battent. Ouais. Même si c'est des Américains qui jouent, on comprend que ça n'a pas grand bon sens d'un point de vue national. Alors, le sport professionnel, moi, je suis assez vieux pour avoir connu les 6 équipes. Là. Et quand on dit ça, à l'époque, les gens de leur région, les Maurice Richard, Henri Richard, Cournoyer, c'était tous des gens de la place. Et là, on s'identifiait au groupe, comme on s'identifie en politique à un parti ou à des électeurs, à des politiciens potentiels qui vont nous représenter culturellement, socialement et tout le reste. On est loin de là.
Alors, le parti politique conservateur, ça a commencé lorsque le responsable de l'acquisition du nom, disons-le comme ça, a récupéré le nom, c'est Luc Harvey, qui est lui-même libéral, a approché le libertarien Jeff Plante, que je connais bien, que j'ai aidé lors de sa course à la chefferie et participation à la course à la chefferie de l'ADQ. Donc, on a un libertarien, un libéral. Comprenons que c'est du libéralisme au niveau social, minimalement. Et Jeff Plante a dit, on va demander à Richard Descarrés d'embarquer avec nous. Moi, j'ai dit, parfait, je vais embarquer, mais à la condition que la dimension sociale, la dimension, à l'époque, on ne disait pas chrétien parce que c'était banni, soit représentée. Ah oui, on veut ça, on veut vraiment que ce soit une union conservatrice. C'était ça l'idée. J'ai dit, je le croirai quand je le verrai, mais tant mieux, là, si vous êtes prêts à aller aussi loin, allons-y. Alors, on partait de 0 à l'époque. Et je pense qu'à l'élection suivante, ça a été comme 0,3 % ou quelque chose comme ça. C'était près du 0. Mais j'avais déjà quitté le navire parce que pour les deux, lorsqu'on fait des discours, mon discours ne les plaisait pas parce que c'est anti-politiquement correct automatiquement, parce qu'on est dans un renversement du politiquement correct depuis très longtemps. Sauf que depuis 2020, être contre le politiquement correct, c'est être contre le gouvernement totalitaire, qu'il soit à Ottawa, à Québec, et aussi les partis d'opposition qui ont toujours été un peu dans l'establishment. Ils ont fait semblant, comme le Parti Québec solidaire, d'être à gauche, mais on voit que depuis 2 ans, les syndicats ne défendent pas les employés. Ils sont pro-mesures gouvernementales. Et depuis, les camionneurs qui ont fait un peu de bruit puis ont tiré de la sympathie, parce que tout le monde commence à en avoir soupé des injections puis des confinements, on a donné du lest en montrant un petit peu les dents, en critiquant le gouvernement, autant à Ottawa qu'à Québec. Ça, c'est des techniques pour contrôler. Alors, l'idée, c'est que le Parti conservateur n'est pas conservateur depuis le jour 1. On parle de 2012. Et en 2013, naturellement, après la défaite électorale, la chicane a pris. Et là, ça prenait un chef. Et là, il était question que je rencontre Adrien Pouliot, qui est un millionnaire qui n'avait pas grand-chose à faire, à part de développer la philosophie libertarienne. C'est ça son dada dans la vie, puis on peut respecter son point de vue. Donc, très impliqué avec l'Institut économique de Montréal, par exemple, qui est un institut qui développe des idées libertariennes, qui les promeut, et qui se retrouve dans le Parti conservateur de Stephen Harper. C'est là que je les ai connus et je les ai côtoyés à l'époque. Un gars comme Éric Duhem écrivait des livres sur le financement privé en santé, des choses comme ça. Donc, on touche des mesures, d'où le lien avec le matériel. C'est qu'un libertarien, c'est matérialiste. Alors, la spiritualité, là, vous mettrez ça au placard. Là, tous ceux qui sont chrétiens, qui s'en vont dans ce parti-là, vous allez vous faire mettre en boîte. Mais tu sais, moi, je lis, il y a plein de commentaires que je lis. Il y a plein de gens qui disent, on est au Québec, on est une société laïque. On vit les temps de la fin. L'étau se resserre. C'est pas utopique de penser qu'un candidat pourrait être élu puis qui changerait les lois en défaveur de l'avortement, par exemple, ou des lois en défaveur du mariage de même sexe ou en défaveur de toutes les convictions conservatrices, et je te dirais même des convictions foncièrement chrétiennes. C'est pas utopique de penser que demain matin, si tu veux représenter un parti, vote pour le parti d'héritage chrétien. Là, tu vas retrouver toutes tes valeurs dans l'intérieur de ce parti-là. Oublie les partis politiques. Le problème, c'est les partis politiques. On t'a créé un schéma de pensée qui t'empêche de penser. C'est que tu n'as pas le choix, tu es obligé de prendre un des joueurs. Non, mais c'est parce que là, on parle de partis, puis on parle de convictions par rapport à ces partis-là, puis que j'ai débarqué Tu es allé plus loin, tu es allé jusqu'à dire, est-ce que c'est pas utopique de revenir à des valeurs qui existaient au Québec, que je te rappellerai. Moi, ça fait 62 ans là, que je suis sur Terre. Je suis né 2 semaines après le décès de Maurice Duplessis. Jusqu'à Maurice Duplessis, ces valeurs-là étaient les valeurs de l'État. Oui, mais en même temps, je ne veux pas rentrer dans un débat théologique avec toi, mais en même temps, c'est biblique. On s'en va dans les temps de la fin où on ne reviendra pas à ces valeurs-là. Là. Je ne sais pas. C'est clair qu'on ne revient pas là. Je ne sais pas. Je te le dis, c'est biblique. Les Apocalypses, les Révélations, on s'en va pas là. Annule ton vote à ce moment-là. Tu comprends? Tu es d'accord avec moi, rendu là. Revenons à la technicalité partisane, parce que là, tu ne peux pas sauter de la partisanerie qu'on essaie de décortiquer puis aller dans la philosophie, sinon on ne s'en sortira pas. Ouais. Je vais juste finir ce petit commentaire-là. On prendra l'appel de Patrick après ça. Alors, l'idée, c'est que dès le début, ce parti-là était mal barré. Quand j'ai rencontré Adrien Pouliot, il voulait absolument que je laisse tomber l'idée de l'avortement. Mm-hmm.
C'est fascinant quand même, hein? On n'a pas parlé longtemps, là. Il dit, tu vas m'expliquer pourquoi tu es contre l'avortement. Ben, j'ai renversé la décision, la question, et ça revient à dire, quand vous pensez en termes de « j'annule mon vote donc », là, quand vous pensez comme ça, vous faites la même chose que ce qu'Adrien Pouliot m'avait demandé. Au lieu de répondre à sa question, pourquoi tu es contre l'avortement? Écoute, là, on peut en parler pendant 8 ans, là, si tu veux. Un chrétien qui parle à un athée, ça va être long. OK? Mais j'ai dit, Adrien, je vais plutôt de renverser la question et la réponse que tu vas donner va pouvoir me permettre de savoir si on est capable de bâtir ce parti-là ensemble. Parce qu'Adrien avait les moyens de donner une structure à ce parti-là. Et c'est ce qu'il a fait pendant une dizaine d'années, là, de 2013 jusqu'à ce qu'Éric Duhem arrive en 2022, 2021, fin 2021, 2022. Donc, on parle quand même d'un bon bail où il a tenu le fort, puis il a bâti l'organisation. Et bravo, hein, grand bien lui en face. Ça, c'est une dédication qu'il a faite. J'ai dit, Adrien, on va faire une chose. Je vais te poser une question par rapport à l'avortement. Et si tu acceptes, OK, toutes les politiques que tu vas amener, c'est quelque chose là, c'est tout un défi. Toutes les politiques que tu vas amener pour le reste du parti, je vais les accepter de facto. Mais celle-là, il faut que tu l'acceptes. Alors la voici. Tu es libertarien, Adrien, donc tu es pour le privé en santé. Et tu es contre, parce que c'est ça être libertarien, là, c'est être contre les mesures universelles de soins de santé gratuits canadiennes. Ça, c'est du socialisme et tout le reste. Je suis d'accord avec ces politiques-là. On n'aurait jamais dû avoir un système 100% public. D'ailleurs, le père de l'assurance maladie, Claude Castonguay, m'a dit personnellement que lui prônait 50-50 à l'époque, fin des années 70, fin des années 60. Il prônait 50% privé, 50% public. On était dans un système beaucoup plus privé à l'époque. Et c'est le gouvernement, c'est l'État profond qui a exigé que ce soit 100%, surtout au fédéral, qui voulait l'implanter à l'ensemble du Canada. Et on voit aujourd'hui les centaines de milliards qui passent à travers ce système-là. Oui, on a un bon système de santé, mais efficace au niveau économique du tout. Donc, les libertariens comme Adrien ont travaillé à ramener le privé en santé. Donc, ça, c'est de 1. Tu es contre l'universel de soins de santé financé à 100% par nos impôts. Oui. Est-ce que l'avortement est un soin de santé? Et là, il est venu un peu plus pâle. Parce que l'avortement n'est pas un soin de santé, parce qu'être enceinte, ce n'est pas une maladie. Ça ne devrait même pas faire partie du financement des soins de santé. Donc, j'ai dit, vu que tu es libertarien, tu devrais être d'accord pour arrêter le financement de l'avortement. Et si tu acceptes ça, oublie ce que je pense de l'avortement ou ce que tu penses, on enlève le financement, l'article numéro 1, et tout le reste, je vais être d'accord, et on part le parti politique pour le développer vraiment pour les 10 prochaines années. Bien, il s'est levé de table puis il est parti. Parce que c'est intenable de dire j'ai des politiques libertariennes et je ne les applique pas dans un dossier comme ça. Pourquoi? On comprend. Ils ont peur qu'on va perdre le vote des femmes avec l'avortement et tout le reste. On comprend tout ça. Donc, voter pour le moins pire, c'est faire ces concessions-là. Donc, lui, il s'est dit, je ne peux pas appliquer mes politiques libertariennes par rapport à l'avortement. C'est quelque chose quand même. Et j'ai dit, bien écoute, bravo, bonne chance, je ne serai pas avec vous autres, mais vous allez faire au mieux 2 % si vous travaillez très bien. Et c'est ce qui est arrivé pendant 9 ans. Il a tenu le fort et ils ont fait quelque chose comme 2 %. Ça prenait quelqu'un avec un profil médiatique comme Éric Duhem pour ramener ça plus haut. Mais Éric serait dans les 0,8 % là, actuellement grâce à la crise de pandémie. Donc, l'opportunité, et ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, c'est que qui es-tu pour juger de ce qui va arriver de dramatique l'année prochaine, qui va pouvoir donner une impulsion comme ils viennent de connaître? Ou bien, à l'inverse, s'il arrive un scandale personnel quelconque où il est obligé de démissionner 2 semaines avant l'élection, tu peux imaginer que le parti va être désemparé. Et là, les gens, ils vont venir pour dire « Ouais, je les appuyais, là, mais je ne pourrais pas voter pour eux autres. » Et ça, c'est le côté, quand on dit c'est long 6 mois en politique, c'est que tout peut arriver et on le voit que ça arrive très, très fréquemment aussi. Donc, le moins pire des partis, c'est une erreur quand on a des principes fondamentaux. Si vous dites, pour moi, c'est pas grave, bon, bien,
c'est correct, vivez avec vos convictions. Moi, je vous dis que pour moi, jamais je vais voter pour un parti qui finance l'avortement. Quand j'ai osé dire ça à la course au leadership des conservateurs, ils me voyaient comme l'antéchrist. C'est quand même paradoxal. Donc oui, on est dans une époque apocalyptique. Oui, effectivement, c'est un peu utopique de prôner ces politiques-là. Mais on parle ici de voteurs. On n'est pas en train de dire « je veux faire un parti politique ». Oui, mais en même temps, je vais faire la part des choses. Même si je dis utopique, c'est pas des valeurs que Que tu défends. En fait, c'est pas des valeurs que j'épouse. Là. Je suis parles contre l'avortement. Oui, je parle au nom des gens. Je suis contre l'avortement, moi aussi. Je suis contre le mariage de même sexe. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles je me retrouve dans ce que tu dis, mais je fais l'avocat du diable. J'essaie d'amener la réflexion un peu plus loin. Dans le sens que, même encore, tu sais, moi, ça me choque aussi. Je suis encore, puis les auditeurs vont le comprendre, j'endosse ce que tu dis, mais je suis pas rendu à tout ce que tu fais. Pour moi, annuler mon vote, je suis pas là. Moi, j'y vais, puis je vais voter. Pour le moins pire. Probablement pour le moins pire, même si. Oui, parce que t'as pas le choix. et c'est parce que je suis entièrement et foncièrement contre l'avortement. Mais il y a d'autres politiques qui sont là quand même, qui sont présentes. Et puis qui viennent rejoindre peut-être certaines valeurs. Nomme-moi une politique du parti d'Éric Duhem. Une politique. Ben, moi, je te dirais de décentraliser. Moi, je suis pour ça, cette mentalité-là de décentraliser de l'État puis de rendre les gens un peu plus responsables. Bon, plus responsable, c'est large. Mais c'est large, mais... Son programme, il n'est pas étoffé, là. Ils n'ont pas mis un gros programme, ils ont mis des lignes directrices. Tu comprends? On a vu ce qui a été fait par Adrien Pouliot dans le passé, les membres ont participé. Là, on a un nouveau parti qui a une nouvelle impulsion. 55 000 membres, c'est pas des peanuts, c'est pas 56 000. C'est gigantesque. Mais c'est une poignée sur 6 millions d'électeurs. Mais tu vas être d'accord avec moi que plus je donne de traction monétaire, donc je donne à des individus, l'État donne, pas moi, mais l'État donne à des individus de l'argent pour pouvoir subvenir à des systèmes de santé ou peu importe, j'ai un pouvoir sur ces gens-là parce qu'ils dépendent de moi en tant que gouvernement. La journée que je vais les faire chanter avec l'identité numérique, puis je dis je coupe votre assistance sociale ou je coupe votre assurance maladie ou peu importe, assurance emploi. Mais là, alors que si je responsabilise dans la pensée libertarienne, il y a plus ce volet-là de responsabiliser les gens que matériellement. Oui, je comprends que c'est matériellement. Mais on se comprend que même si c'est matériellement, l'État est moins dépendant du gouvernement, moins dépendant de dire je t'enferme dans une boîte puis je te dis que maintenant tu es obligé de faire ce que je te dis, sinon je t'enlève des nananes. Est-ce que tu connais un gouvernement libertarien aux États-Unis ou au Québec? Je n'en connais pas. Il n'y en a pas. Les gouvernements libertariens n'existent pas parce que aux États-Unis, ils vont faire 25 % du vote. C'est gigantesque, là. Ça, c'est une grosse impulsion. Donc, le libertarianisme fait partie des partis qu'on dit conservateurs, qui sont plutôt libéraux. Donc, c'est une faction, comme l'aspect chrétien dans les partis politiques, c'est une faction. C'est une relation de pouvoir, etc. Mais depuis 5-10 ans, on est exclu des partis politiques. Hein? Souviens-toi de Trudeau qui a dit « J'exige que mes élus », c'est pas ses élus à lui, là. Les gens sont élus par la population. Non. Pour rentrer chez nous, il faut que tu sois pour l'avortement. Mais le Parti conservateur, il ne le dit pas aussi clairement, mais il le fait pareil. Donc, il se débarrasse d'un candidat qui le fait, etc. Donc, toute la dimension spirituelle, le spirituel est au-dessus du matériel. Mm-hmm. On prépare l'émission de la semaine prochaine. Alors, si le spirituel est au-dessus du matériel, puis tu dis, je vais voter sans regarder plus haut, c'est ça qu'on parle ici, c'est de dire, tu peux faire abstraction d'une dimension qui, pour les athées, n'existe pas. Là. Soyons clairs, c'est facile d'être libertarien quand tu es athée. Parce que tu dis, à part le matériel puis la vie sur Terre, l'instant présent, il n'y a rien d'autre. Ceux qui sont spirituels dans le nouvel âge, ils vont tomber dans la folie, moi, etc. Donc, on voit l'ampleur des ramifications. Mais si, comme chrétien, tu n'es pas capable de prendre la dimension spirituelle et même doctrinale d'une vie en conscience, puis tu vas voter, c'est ça ce que j'appelle se pincer le nez pour aller voter pour quelque chose qu'on n'est pas vraiment d'accord. C'est ça le moins pire. Est-ce qu'on y va avec Patrick? On va terminer avec Patrick. Bonjour, Patrick. Oui, bonjour. OK. Je téléphone parce que,
Aux dernières élections provinciales, il y a 4 ans, les gens votaient pour le moins pire, ce qu'ils considéraient le moins pire, donc ils ont voté pour la CAQ. On a vu ce que ça donnait. Bon, c'est bien dit. Là où on dit voter pour le moins pire, c'est le Parti conservateur du Québec. Mais c'est le même pattern. Quand on vote pour le moins pire, on vote pour le moins pire, mais on n'a pas mieux. Exact. Okay. Et moi, je aux dirais, dernières élections... Patrick, moi, je comprends ce que vous me dites, là, mais il y a quand même peut-être 80% des Québécois qui, eux autres, sont extrêmement satisfaits. Puis pour eux autres, Legault, c'était... On se tape dans le dos, là. On a fait un bon choix encore aujourd'hui, là. T'exagères, ton 80%. Oh. Ben, il est encore très, très, très populaire là, dans les mais sondages. 80% de 30% qui ont voté pour lui. Tu comprends? Il faut faire attention. Ouais. Allez-y, Patrick. OK. Bon, j'ai toujours entre les promesses et entre les réalités, ben on a vu que c'est pas du tout ce qu'on a là. Entre ce que la CAQ a promis et ce qu'il nous a rendu. Donc vous allez annuler votre vote? On est loin du compte. Êtes-vous en train de me dire que vous allez annuler votre vote? C'est ce que j'entends? Ben, écoutez, je m'en viens à ça. Aux dernières élections provinciales, j'ai été candidat pour le Parti conservateur du Québec. Parfait. Bravo. OK. Mm-hmm. Je n'ai pas renouvelé mon membership. D'accord. Quand il y a eu les élections, quand Éric Duhem a été élu chef du parti, puis on a donné le parti à Éric sur un plateau d'argent, je regardais lors de son intronisation, on peut dire, là, ce qui déroulait sur le chat de l'événement, et ce qui était écrit, ça volait pas bien haut, je vais vous assurer. C'était pas joli à voir. Moi, je n'ai pas renouvelé ma carte de membre. Mm-hmm. Et oui, je vais annuler mon vote. Ce que je trouve dommage, c'est que dans les statistiques, on ne donne jamais combien de personnes annulent le vote. Ben, on a le nombre de personnes. On nous donnerait combien de personnes annulent le vote. Puis oui, combien de personnes, on l'a, en pourcentage, ne votent pas. Oui. Vous ne l'avez pas sur le bulletin de vote, comme en France, où il y a une case pour annuler son vote, là, le vote blanc qu'on appelle. Ici, c'est à peu près 1,5% qui ont annulé leur vote ou que le vote a été annulé parce qu'il y a eu une erreur ou peu importe. Merci d'ailleurs, Patrick, pour le commentaire et la question. Il y a 35% de gens qui ne se sont pas rendus voter. Ça commence à être inquiétant. Quand il y a un pourcentage aussi élevé, souvenez-vous, au niveau municipal, c'est presque la norme, 30-40% qui ne votent pas. On est à 62% aux dernières élections québécoises. Qui participent. Oui, c'est ce qui est presque le record le plus bas. C'est le deuxième plus bas historique. Donc, vous voyez, ça aussi, ça fait partie un peu des jeux de ceux qui vous contrôlent. C'est quand on écœure une partie de la population qui ne se rend plus voter, on travaille sur la partie qui va aller voter pour nous. Et ça concentre nos efforts sur des particularités qui sont plus faciles à contrôler, encore une fois. Et ça fait en sorte que si cette participation-là diminue encore, si on allait dans les 58%, par exemple, à l'élection de l'automne prochain, bien, on fait l'affaire parce qu'on est en train de dire « ça me donne quoi de voter ?» L'idée d'aller voter et d'annuler, c'est de montrer qu'on n'est pas d'accord avec tout ce qui nous est présenté, mais on a un devoir de citoyen de participer. Juste pour conclure, avant qu'on termine l'émission, parce qu'on a déjà complété, les gens qui appuient la candidature d'Éric Duhem depuis novembre 2021, ce sont des gens comme Pierre-Hugues Boisvenu, qui est un libéral, libéral au sens philosophie politique, qui est allé se faire nommer sénateur à Ottawa et qui a une position très libérale au niveau politique. Même chose pour José Werner, qui a été candidat du Parti conservateur à Ottawa, qui était très proche de l'ADQ lorsqu'on l'a recruté à l'époque où j'étais avec Harper, qui est une libérale féministe, pro-avortement et tout ça. Elle était en furie quand on se battait contre le mariage gay dans les années 2004. C'est le genre de personne qui appuie Éric Duhem. Et tu as aussi l'ex-maire de Trois-Rivières qui tente de se faire élire
au Parti conservateur, soit d'Ottawa ou de Québec, depuis qu'il est plus maire, Yves Lévesque, qui est un libéral total, comme la plupart des politiciens que vous avez devant vous. La preuve, c'est qu'ils se sont tous écrasés depuis 2 ans face au gouvernement totalitaire, et c'est là que des principes sont importants, parce que si on avait des candidats de l'étoffe de ceux qui nous écoutent, hein, les résistants, les gens qui sont d'accord sur les principes, et qu'un principe, ça ne déroge pas. Quand nos enfants nous disent « Oui, mais c'est pas grave », puis ils nous disent « Non, dans la vie, il faut que tu dises la vérité », puis on leur donne des principes fondamentaux qui vont leur servir toute leur vie. Bien, voter, on devrait être capable de faire la même chose. Et si on le faisait, oui, c'est plus exigeant. Et oui, Jean-François, je suis d'accord avec toi que ça peut paraître utopique parce que l'ampleur du défi est immense. Mais si on est passé d'une société très solide jusqu'aux années, fin des années 50, le Québec est en avance sur l'Ontario, sous Maurice Duplessis, au niveau de l'éducation, un tas de facteurs. Et la régression qu'on a connue depuis 50, 60 ans, jusque d'avoir le désastre qu'on a dans les écoles actuellement. Ce qu'on enseigne aux enfants, là, on a parlé tout à l'heure du racialisme, mais il y a pire que ça. Et on voit une montée depuis 2 ans de l'école maison. Hein? Oui. Donc, c'est pas pour rien. Les gens font des efforts surhumains pour rester à la maison. Les technologies nous permettent peut-être d'avoir une possibilité. Moi, j'encourage les gens à partir de principes et non plus de « si je fais A, il va arriver B ». On vous amène à réfléchir comme ça. Travailler sur des principes. Moi, j'en ai pris un. Il y en a beaucoup plus que ça. Là. Quelqu'un nous demandait dans le chat, à part l'avortement, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On pourra en parler des heures. Et faites-nous une assemblée de cuisine de 50 personnes. Vous allez voir qu'on va venir vous en parler. Mais l'idée, c'est que si vous avez un principe comme le mien sur l'avortement, bien, tant qu'il n'est pas rencontré, ça m'oblige à ne faire qu'une décision. C'est des moyens, ça, qui nous permettent de voir clair dans ce qu'on va nous présenter. Parce qu'une journée, on va vous présenter Éric Duhem comme la 7e merveille du monde. Et si jamais on veut s'en débarrasser, je peux vous avertir que les médias vont y faire la fête. Là. Mm-hmm. Mario Dumont s'était fait ramasser live, à Tout le monde en parle, dans le temps c'était en direct, par Chantal Hébert. Écoute, ça n'était pas remis. Là. Et ça, c'était 1 million de personnes qui le voyaient se faire écraser. Et après ça, ben, ça a été la fin de ce parti-là, qui était un parti conservateur, qui plus le temps passait, plus il devenait libéral. Mm-hmm. Et c'est le travail qui est fait à l'interne. Là, vous avez un candidat se dit conservateur, mais qui est libéral au niveau social. En partant, ben, imaginez ce qu'on va en faire d'ici 3, 4, 5 ans, 10 ans. Mm. Merci d'être aussi fidèle à l'émission. On commence à avoir un peu de vécu. J'espère que la formule vous plaît. En tout cas, c'est ce qu'on entend. On vous invite à nous écrire, écouter en différé. Il y en a plusieurs qui le font. On passe de quelques centaines qui nous écoutent live à une 16 000 vues la semaine passée. On commence à avoir aussi des influenceurs qui commencent à faire des lignes ouvertes. Donc, on est en train de faire un petit peu école. On en est bien fiers. Et on vous invite à continuer à le faire et à y participer parce que c'est avec ce que vous nous dites qu'on va pouvoir bâtir le contenu. Absolument. Et si vous voulez revenir sur Éric Duhem, ben on a 6 mois devant nous. Et il y aura les autres partis qui vont aussi commencer à faire de la stratégie de leur part. On pourra en parler en long et en large éventuellement. Absolument. Merci Jean-François. Merci beaucoup. De ta présence. Et à tout le monde, rendez-vous la semaine prochaine, mais aussi demain soir à Théovox à 19h30. Au revoir.